Donc on va terminer cette session avec la prise en charge des prothèses valvulaires et plus généralement de la chirurgie cardiaque. Alors vous savez que malgré les progrès de la chirurgie conservatrice, le remplacement valvulaire prothétique demeure fréquent. Ça représente plus de 90% des chirurgies de remplacement, enfin des chirurgies valvulaires aortiques et à peu près 40% des chirurgies mitrales dans la plupart des grandes séries européennes et nord-américaines. Alors le choix entre une bioprothèse et une prothèse mécanique, les données restent les mêmes. Il doit mettre en balance le risque d'un traitement anticoagulant à vie avec les prothèses mécaniques en comparaison avec celui de la dégénérescence des bioprothèses. Il n'y a pas de modification par rapport aux recommandations 2012. Ce choix fait réellement intervenir un choix de vie du patient et le premier critère est le choix du patient informé. C'est une recommandation de classe 1. Il faut prendre en compte le risque également de détérioration accélérée d'une bioprothèse, ce n'est pas très fréquent, et également la présence d'une prothèse mécanique sur un autre orifice. L'âge joue bien sûr un rôle important dans le choix des bioprothèses, mais comme entre bioprothèses et prothèses mécaniques, mais comme dans les recommandations 2012, nous avons voulu insister sur le fait que ce n'est qu'un critère parmi d'autres, et vous voyez que les prothèses mécaniques sont favorisées avant 60 ans en position aortique, avant 65 ans en position mitrale, mais ce n'est qu'une recommandation de classe 2A et qui vient nettement après le choix du patient informé. Il faut bien évidemment tenir compte également de l'espérance de vie, du risque d'une réintervention éventuelle et éventuellement d'autres indications au traitement anticoagulant, mais ça n'est qu'une classe 2B. De façon consistante, le principal critère conduisant à favoriser une bioprothèse est à nouveau le choix du patient informé. Il faut bien sûr prendre en compte la compliance au traitement et le risque présumé de complications du traitement anticoagulant définitif. Le cas particulier des thromboses de prothèses et concerne des situations beaucoup plus rares. Les bioprothèses sont favorisées chez les femmes jeunes qui souhaitent avoir des grossesses malgré une détérioration rapide à cet âge. Cette recommandation est tout à fait justifiée par le risque de complications extrêmement élevé des grossesses chez les femmes qui ont des prothèses mécaniques, et ce, quelles que soient les modalités de l'anticoagulation. Le risque lié à la réintervention doit être pris en compte, on l'avait déjà vu pour les prothèses mécaniques. Enfin, les seuils d'âge sont de plus de 65 ans en position aortique, plus de 70 ans en position mitrale. Vous voyez que ces seuils ne sont pas exactement les mêmes que ceux des prothèses mécaniques, ce qui souligne bien encore une fois le caractère relatif de l'âge et qu'il y a une zone grise dans laquelle les différents types de substituts peuvent vraiment être tous envisagés. Il y a une relative différence par rapport à la dernière édition des recommandations nord-américaines, cette mise à jour de 2017, dans laquelle nos collègues nord-américains favorisent les prothèses mécaniques uniquement chez les patients de moins de 50 ans, avec une zone grise qui est beaucoup plus étendue, donc une réelle différence avec des recommandations plus restrictives pour les prothèses mécaniques outre-Atlantique. Ces restrictions proviennent en particulier d'une étude nord-américaine qui n'est qu'une étude observationnelle qui montrait une absence de différence de survie. Vous voyez que les courbes sont parfaitement parallèles entre bioprothèses et prothèses mécaniques dans les tranches d'âge 50-60 ans et 60-70 ans sur des échantillons appariés selon des scores de propension, ce qui a pour but donc de limiter les différences entre les sous-groupes, mais ça n'a pas la valeur d'une étude randomisée. En revanche, une étude européenne effectuée en Suède, exactement selon la même méthodologie que l'étude nord-américaine, a abouti à des conclusions différentes avec une surmortalité chez les patients qui avaient des prothèses biologiques entre 50 et 60 ans. Et cette étude a pesé assez lourd dans le choix de la task force pour ne pas modifier les recommandations 2012 concernant les seuils d'âge. Le traitement antithrombotique des patients qui ont des prothèses mécaniques ne change pas dans ses grandes lignes. Bien évidemment, c'est un traitement anticoagulant à vie. Un relais par l'héparine est indispensable lorsque le traitement anticoagulant oral doit être interrompu. Une des nouveautés concerne des indications plus restrictives de l'association d'aspirine, toujours 2A si il y a des événements thromboemboliques récidivants
malgré un INR en zone thérapeutique. Mais chez les patients qui ont une athérosclérose associée, ça n'est plus qu'une recommandation de classe 2B, alors qu'elle était 2A en 2012. L'autre nouveauté importante, c'est en recommandation de classe 1, le recours à l'automesure de l'INR. C'est particulièrement d'actualité en France. Vous savez que le décret concernant le remboursement des appareils d'automesure chez les patients qui ont des prothèses mécaniques vient d'être publié. Il y a malheureusement tout un flou autour de la formation des patients, mais c'est réellement une avancée. L'INR cible doit être adapté au type de la prothèse et aux caractéristiques du patient. Les INR cibles n'ont pas changé par rapport à 2012. Quelques changements mineurs concernant le type de prothèse classée à faible risque avec des données, compte tenu de l'existence de données plus récentes. Les recommandations nord-américaines de 2017 ont ouvert la porte à des INR cibles plus bas chez des patients sélectionnés ayant un type particulier de prothèse aortique et chez lesquels était évoquée la possibilité d'un INR cible entre 1,5 et 2. Cette recommandation se fonde essentiellement sur une étude randomisée assez récente qui est toutefois critiquable par différents aspects. D'une part, il ne s'agissait que d'un seul type de prothèse. D'autre part, il y avait une automesure hebdomadaire de l'INR, ce qui est très loin de représenter nos pratiques. Il y avait une association systématique à l'aspirine, c'est une pratique nord-américaine mais pas européenne, on va y revenir. Et enfin, et c'est à mon avis la principale limite de cette étude, un défaut de puissance important. Il y avait uniquement 375 patients et on voit que s'il y avait une diminution significative des accidents hémorragiques chez les patients qui avaient des INR plus faibles, ce n'est pas très surprenant. Il y avait une augmentation du taux d'accidents thromboemboliques. Il y avait pratiquement 2 fois plus d'accidents thromboemboliques dans le groupe INR faible et qui n'atteignait pas la significativité statistique, mais probablement en raison d'un défaut de puissance. Et très clairement, l'opinion européenne a été de ne pas modifier les INR cibles existants et de ne pas envisager d'INR cible médian en dessous de 2,5 et de ne pas descendre en dessous de 2 pour ce qui est de la fourchette. Autre différence avec les recommandations nord-américaines, et ça reste une différence majeure, c'est à mon avis de très loin la plus importante et qui perdure au fil des années, qui est que les Américains recommandent l'association systématique de faible dose d'aspirine au traitement anticoagulant oral chez tous les patients qui ont des prothèses mécaniques. C'est une recommandation de classe 1, ça concerne donc toutes les prothèses, tous les patients en post-opératoire au long cours. Cette recommandation reste à notre sens discutable. Cette méta-analyse récente a montré que certes, l'association de l'aspirine aux anticoagulants oraux diminue le risque thromboembolique d'environ 50%, mais au prix d'une augmentation du risque d'hémorragie majeure qui est de la même ampleur. Autant cette balance peut justifier l'utilisation de l'aspirine chez des patients à particulièrement haut risque thromboembolique, on a vu que c'était le cas dans les recommandations européennes, autant il nous paraîtrait contestable d'envisager cette association à titre systématique, et comme vous l'avez vu, nos recommandations sont beaucoup plus restrictives en ce qui concerne l'aspirine. Le recours à l'automesure de l'INR repose sur des données assez robustes avec de nombreuses études randomisées qui n'ont pas toutes concerné des porteurs de prothèses. Dans cette méta-analyse britannique récente, il y avait une diminution du risque thromboembolique chez les patients qui avaient une automesure de l'INR par rapport à une surveillance conventionnelle et particulièrement intéressant pour le sujet du jour, cette différence était particulièrement significative chez les patients qui avaient des prothèses mécaniques comme nous pouvons le voir ici. Pour ce qui est du traitement antithrombotique, non pas au long cours, mais dans des situations particulières, une réelle nouveauté de ces recommandations de 2017 est la présence de recommandations beaucoup plus précises concernant les traitements antithrombotiques combinés après syndrome coronaire aigu ou angioplastie coronaire avec mise en place d'endoprothèses. Vous voyez qu'il est recommandé en classe 2A une triple thérapie anticoagulant oraux, en l'occurrence antivitamine K, aspirine et clopidogrel durant le premier mois qui suit une angioplastie ou un syndrome coronaire aigu. Également avec le même niveau de recommandation, le fait que cette triple thérapie peut être poursuivie de 1 à 6 mois en fonction de la balance entre le risque thromboembolique et le risque hémorragique. On revient à des traitements combinés qui sont plutôt plus courts. Chez des patients à particulièrement haut risque hémorragique, dans les suites de l'étude randomisée VOOST, l'alternative d'une bithérapie combinant antivitamine K et clopidogrel peut être envisagée
à la triple association. Chez les patients qui ont ces associations antiplaquettaires, le plus souvent, il est recommandé d'interrompre le traitement antiplaquettaire 1 an après l'angioplastie ou le syndrome coronaire aigu. Donc vous voyez encore une fois ce fil conducteur plutôt restrictif dans les traitements combinés antivitamine K, anti-agrégants plaquettaires. Bien sûr, lorsque les patients ont des traitements combinés, il faut être particulièrement vigilant sur le suivi de l'INR et bien sûr, les anticoagulants directs sont contre-indiqués, on n'y revient pas. Ce schéma représente de façon visuelle ces associations. Donc dans le premier mois, c'est le traitement triple avec l'alternative antivitamine K clopidogrel chez les patients à particulièrement haut risque hémorragique. Entre le premier mois et la première année, on va adapter la durée de cette triple thérapie au risque thromboembolique et hémorragique et passer assez rapidement à une double association antivitamine K aspirine ou antivitamine K clopidogrel chez les patients qui ne sont pas à haut risque thromboembolique et enfin antivitamine K seul après la première année. Une situation assez fréquente est la nécessité d'intervention non cardiaque chez les patients qui ont une prothèse mécanique. On a maintenant tout d'abord des niveaux de preuve élevés sur le fait qu'il est non seulement possible mais indiqué de ne pas interrompre le traitement antivitamine K lorsque ces interventions sont à faible risque hémorragique, ce qui recoupe des cas de figure fréquents, en particulier les soins dentaires. Bien évidemment, ces soins dentaires ou ces chirurgies à faible risque hémorragique avec poursuite des antivitamines K doivent être encadrés par une évaluation rigoureuse du risque thromboembolique et hémorragique du patient et du risque hémorragique de la procédure, comme sur cet algorithme qui figure dans les dernières recommandations de la Société française de chirurgie orale sur les soins dentaires sous anticoagulants, que je vous incite à consulter, qui sont reprises dans les recommandations européennes, mais très clairement, il faut absolument que l'on continue à pouvoir proposer à nos patients ces soins sans interruption des anticoagulants oraux. C'est non seulement moins compliqué, mais c'est beaucoup plus sûr. Il n'en demeure pas moins que dans un certain nombre de chirurgies majeures, il est nécessaire d'interrompre le traitement anticoagulant parce que l'INR doit être inférieur à 1,5. Dans ces cas-là, le relais héparinique est absolument indispensable chez les patients qui ont des prothèses mécaniques. Vous savez qu'il y a des travaux récents qui suggèrent que le relais n'est peut-être pas indispensable dans la fibrillation atriale chez les patients anticoagulants en fibrillation atriale, mais ces études excluaient les patients avec des prothèses mécaniques. En cas de prothèse, il faut toujours faire un relais. Les modalités du relais doivent être adaptées à l'anticoagulation cible du patient et au risque hémorragique de la procédure et doit faire l'objet d'une concertation pluridisciplinaire. Ça doit être effectué avant l'intervention et tracé dans le dossier de manière à ce que ces modalités apparaissent clairement durant la période périopératoire. Alors bien sûr, l'avantage majeur des bioprothèses, vous le savez, c'est de ne pas nécessiter d'anticoagulation orale au long cours. Il n'en demeure pas moins qu'il peut être nécessaire d'avoir recours à une anticoagulation orale lorsqu'il y a d'autres indications, la plus fréquente, on l'a vu, étant la fibrillation atriale. Et dans ce cas, les nouveaux anticoagulants sont envisagés comme une alternative. Pour ce qui est du traitement post-opératoire après implantation d'une bioprothèse chirurgicale, il y a un consensus pour continuer à prescrire 3 mois d'antivitamine K après l'implantation d'une bioprothèse en position mitrale ou tricuspide. C'est notamment justifié par l'incidence de la fibrillation atriale post-opératoire qui est assez élevée chez ces patients. Les choses sont moins claires en ce qui concerne l'implantation des bioprothèses en position aortique. Les recommandations européennes 2012 ne changent pas et favorisent l'aspirine à faible dose avec une recommandation de classe 2A après l'implantation d'une bioprothèse. Là aussi, il y a une relative discordance avec nos collègues nord-américains qui ont modifié leurs recommandations dans la mise à jour de 2017 et qui désormais reviennent à ce qui était l'ancienne recommandation qu'on avait dans les recommandations européennes de 2007, la première issue, qui était une anticoagulation systématique par des antivitamines K en période post-opératoire. On disait 3 mois à l'époque, les Américains vont même plus loin maintenant en disant 3 à 6 mois.
Donc une discordance avec les recommandations européennes. La justification des recommandations, de cette modification des recommandations nord-américaines repose sur essentiellement 2 études. Observationnelle encore une fois, faible niveau de preuve. Une étude scandinave qui montrait un surcroît de décès ou d'accidents thromboemboliques en post-opératoire après remplacement valvulaire aortique par bioprothèse chez des patients qui n'avaient pas d'antivitamine K. Lorsqu'on analyse cette étude un petit peu en profondeur, on remarque que parmi les 881 patients qui n'avaient pas d'anticoagulation post-opératoire, seulement 181 ont reçu de l'aspirine et l'immense majorité n'a reçu aucun traitement antithrombotique, ce qui peut poser problème concernant l'interprétation de ce taux élevé d'accidents thromboemboliques chez des patients qui avaient des bioprothèses aortiques, donc qui étaient âgés, à haut risque avec une forte prévalence d'athérosclérose. L'autre étude vient de la base STS nord-américaine, comparant là aussi de façon randomisée aspirine, antivitamine K et combinaison des 2 traitements. On voit que la diminution des accidents thromboemboliques n'était observée que dans le groupe qui recevait à la fois des antivitamines K et de l'aspirine, mais encore une fois au prix d'une augmentation importante du risque hémorragique. Il y a eu beaucoup de discussions au sein du groupe de travail et finalement l'opinion de la task force a été de ne pas recommander d'anticoagulation systématique compte tenu du surcroît de risque hémorragique dont il ne faut pas oublier qu'il est particulièrement important dans son incidence et dans ses conséquences en période post-opératoire. Ces incertitudes ressortent toutefois dans le fait qu'il y a une recommandation de classe 2B sur l'anticoagulation post-opératoire. On peut quand même l'utiliser, selon quels critères, ça reste assez vague. Après TAVI, une nouvelle recommandation, mais pas réellement une nouvelle pratique, le traitement de première intention est une association aspirine-clopidogrel durant les 3 à 6 mois, suivie par une simple antiagrégation plaquettaire, avec toutefois en recommandation de classe 2B l'alternative d'une simple antiagrégation plaquettaire, même dans la période immédiatement après TAVI. C'est un niveau d'évidence C, cela repose sur des données observationnelles ou des études randomisées de faible effectif qui suggèrent que l'aspirine seule fait aussi bien que la double antiagrégation en ce qui concerne la prévention des événements thromboemboliques, mais est associée avec une forte tendance à une diminution du risque hémorragique. Ces recommandations sont de faible niveau de preuve. Heureusement, il y a des études randomisées en cours et dans très peu de temps, on pourra donner des recommandations sur le traitement antithrombotique après TAVI avec des niveaux de preuve plus élevés. Alors vous voyez, ces traitements antithrombotiques post-intervention étaient déjà pas très simples, mais alors tout est devenu dramatiquement compliqué depuis 1 à 2 ans avec le problème de la mise en évidence de thrombose de prothèse infraclinique après TAVI par le scanner. Ça illustre les effets de mode dont on n'est malheureusement pas exempt en médecine, bien qu'on se veuille basé sur les preuves. On sait que le scanner peut dépister des thromboses non obstructives de prothèses TAVI qui sont non dépistées en échocardiographie. C'est dans environ 10% des cas, c'est pas négligeable, c'est pas non plus, c'est quand même une minorité de patients. Et surtout, les conséquences cliniques de ces thromboses infracliniques restent assez obscures, assez discordantes en fonction des études. Certaines montrent une petite augmentation des gradients, d'autres une augmentation un peu plus nette, certaines une incidence accrue d'événements, d'accidents ischémiques transitoires. Ces thromboses semblent moins fréquentes chez les patients sous anticoagulants que sous antiagrégants plaquettaires. Elles disparaissent sous anticoagulants le plus souvent. Des données plus récentes montrent qu'elles ne sont pas cantonnées à la période post-intervention, mais qu'elles peuvent survenir tardivement. Les incertitudes concernant le réel impact de ces thromboses infracliniques a conduit le groupe de travail à ne pas recommander d'anticoagulation systématique après TAVI, comme le font nos collègues nord-américains maintenant. Là aussi, d'autres travaux sont nécessaires. Le suivi et la prise en charge des patients porteurs de prothèses, c'est également la gestion des complications des prothèses. Parmi les prothèses mécaniques, la plus redoutable est la thrombose obstructive de prothèse. Pas de changement dans les recommandations 2017. La chirurgie reste recommandée en première intention, la thrombolyse n'étant qu'une alternative de deuxième intention, en particulier chez des patients en état critique ou lorsque la chirurgie n'est pas disponible. À l'opposé, en cas de thrombose non obstructive, la prise en charge est médicale de première intention, la chirurgie n'étant discutée que dans des cas particuliers. Cet algorithme représente la prise en charge des thromboses de prothèses mécaniques
Donc, pas de grands changements, je ne détaillerai pas, en fonction des conséquences cliniques de la thrombose, en fonction de la qualité de l'anticoagulation récente et en fonction de la disponibilité de la chirurgie de façon urgente chez les patients très symptomatiques. Il n'y a pas d'études randomisées, mais une méta-analyse récente montrait qu'on a quand même des arguments assez solides pour montrer que la chirurgie fait mieux que la fibrinolyse en termes de résultats et en termes de sécurité. Pour ce qui est des prothèses non obstructives, la prise en charge de première intention est l'optimisation du traitement antithrombotique, la chirurgie pouvant être envisagée chez les patients qui ont des thromboses non obstructives volumineuses ou qui persistent ou qui se compliquent d'embolie malgré ce traitement optimisé. Les thromboses de bioprothèse peuvent exister, on vient d'en parler, même elles peuvent parfois avoir des conséquences obstructives. Même lorsqu'elles sont obstructives, le traitement est médical en première intention et souvent l'optimisation du traitement antithrombotique permet de lever l'obstruction. Les fuites paraprothétiques peuvent entraîner des hémolyses, même lorsqu'elles sont minimes. La réintervention chirurgicale reste le traitement de référence. Le recours à la fermeture par voie percutanée étant une alternative en recommandation 2B chez les patients à haut risque opératoire. Le principal inconvénient, on le sait, des bioprothèses est la dégénérescence primaire. Pas de changement, le traitement de référence est la réintervention chirurgicale qui est recommandée en classe 1 chez les patients symptomatiques, en classe 2A chez les patients asymptomatiques. Le TAVI valve-in-valve apparaissant comme alternative en classe 2A chez les patients qui ont une dégénérescence de bioprothèse aortique, mais qui reste restreinte chez les patients à haut risque opératoire dans ces recommandations. Pour conclure, quelques points forts. Le choix du type de prothèse ne doit pas apporter une place excessive à l'âge, mais doit réellement prendre en compte de multiples facteurs, le principal étant les souhaits du patient, et ça nécessite une réelle discussion avant l'intervention. Le traitement antithrombotique des prothèses mécaniques repose exclusivement sur les antivitamines K avec un INR cible adapté aux caractéristiques du patient et de la prothèse. Et les indications d'association des antiagrégants plaquettaires sont plus restrictives dans ces recommandations que dans celles qui avaient été publiées 5 ans auparavant. Il y a maintenant des recommandations détaillées de traitements combinés après syndrome coronaire aigu ou angioplastie coronaire, et également des recommandations plus détaillées sur la prise en charge en cas d'intervention non cardiaque. Comme dans les chapitres précédents, il persiste des incertitudes. La sécurité et l'efficacité d'INR cible très faibles chez les patients avec des prothèses aortiques. On estime qu'on n'a pas encore assez de données convaincantes actuellement. La place des nouveaux anticoagulants sur les prothèses mécaniques, on a tenu à rajouter cet item dans ces gaps in evidence. Les nouveaux anticoagulants sont définitivement contre-indiqués depuis maintenant 4 ans à la suite d'une étude de phase 2 de faible effectif effectuée avec un seul de ces anticoagulants directs. Il n'y a notamment aucune étude avec les anti-10. C'est quelque chose de très regrettable. Les discordances avec les recommandations nord-américaines soulignent l'importance d'avoir des études randomisées contemporaines testant l'association de faible dose d'antiagrégants plaquettaires avec des antivitamines K et des INR cibles contemporains. Les modalités de traitement antithrombotique post-intervention, qu'il s'agisse de la chirurgie ou du TAVI, nécessitent d'avoir la disponibilité d'études à plus haut niveau de preuve. Heureusement, ça va venir avec le TAVI, malheureusement pas avec la chirurgie, tout au moins pas à court terme. Enfin, les procédures percutanées paraissent une alternative intéressante à la chirurgie chez certains patients, mais dans ce domaine, les données sont beaucoup plus limitées que dans le TAVI sur valve native, et on a besoin de séries plus importantes et surtout de suivi à plus long terme. Je vous remercie.